Moi aussi, je tiens à remercier le Stijog et Decathlon pour m'accueillir. Je ne sais pas si vous aviez vu sur le Meetup, mais je fais un tour de France, donc je passe un peu dans quelques villes. Donc c'est toujours un plaisir à chaque fois de se déplacer. Et donc merci Lille aussi de me recevoir et de m'accueillir pour vous présenter et pour parler de serverless. Alors comme il disait, aujourd'hui malheureusement, je ne vais pas faire un bon gros truc de barbu et faire un gros deep dive sur le serverless, de comment ça fonctionne, etc. J'ai des talks pour ça et à mon avis, je pense que je reviendrai sur Lille d'ailleurs en juin aussi pour parler par exemple d'observabilité, de Datadog et de serverless. Mais aujourd'hui, on va plus discuter de l'écosystème serverless et de ce que c'est. Alors déjà, petit sondage, qui est-ce qui fait du serverless ici dans la salle? Ok, cool. Qui est-ce qui en fait en production? Ah, c'est bien ça aussi. Bravo, c'est bien. Toulouse aujourd'hui, c'est ceux qui en font le plus. Bon, ma grande surprise, mais voilà, c'est sympa. Du coup, bien sûr, avant tout démarrage de talk, que je présente un peu Hippon, histoire que tout le monde, ceux qui ne connaissent pas, apprennent à nous connaître. On est une société d'expertise logicielle, dans tout ce qui est logiciel innovant, cabinet de conseil aussi, et on fait donc différents domaines, on adresse différents domaines, que ce soit donc développement de logiciels innovants, le cloud, la data, mais généralement on arrive à faire un joli lien entre les trois, pour justement faire émerger de nouveaux projets, de nouveaux produits, etc. Ça fait 16 ans qu'on existe, on est assez nombreux dans toute la France et même dans tout le monde. On est même présent sur 5 continents aujourd'hui et on fonctionne bien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a Nicolas aujourd'hui, comme il disait, on vient d'ouvrir l'agence de Lille, elle est en gros boom. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On sera toujours ravis de répondre à ça. À mon tour de me présenter, donc moi je suis cloud architecte chez Hippon Technologies, je suis Global Tech Leader, je gère en fait tout ce qui est communauté DevOps Cloud chez Hippon Worldwide. Donc je suis un peu évangéliste, je pousse un peu les bonnes pratiques, les bonnes paroles. D'où aujourd'hui le sujet serverless, un sujet qui tient à cœur à Hippon. On est une boîte historiquement qui fait du logiciel. Aujourd'hui, c'est le meilleur mariage logiciel-cloud, donc c'est pour ça qu'on pousse vraiment cette technologie et que le Tour de France, etc. J'ai quelques certifications côté AWS ou GCP, je me suis un peu amusé l'année dernière. Niveau contribution, on parlait de sujets open source. Alors je ne sais pas du tout s'ils viennent au hack push commit ou hack commit push, je crois bien que c'est ça. J'espère, je ne sais pas si peut-être Julien Dubois se déplace. Mais voilà, je suis contributeur Gipster. Qu'est-ce qui connaît Gipster ici dans la salle? Ah ouais, ça marche mieux que le serverless. Et donc voilà, c'est un super outil de scaffolding. Donc j'ai fait quelques modules sur tout ce qui était le module Rancher et pas mal de bug fix, sur l'architecture microservices aussi. Pour ceux qui connaissent Gipster et ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de scaffolding qui permet de générer en gros une application production ready en 5 minutes, même pas, avec différentes configurations, que ce soit le choix des bases de données, de déploiement, etc. Et ça permet de le générer, que ce soit un monolithe microservice, et de déployer super rapidement. Et du coup, je suis le créateur de Diswag, qui est un peu l'équivalent de Gipster. Bon, j'ai essayé d'appeler ça Gipster, mais Julien Dubois ne voulait pas. Mais c'est la même chose, mais en full serverless. Donc c'est pareil, un outil pour générer une application web full serverless, avec toujours les bonnes pratiques, avec vraiment la coquille un peu vide ou la gestion des utilisateurs, etc., tout ce qui est observabilité de base. Et après, comme ça permet de vraiment booster la mise en place de son POC serverless. Alors, vous pouvez le chercher, j'ai toujours pas publié la première release. Il faudra attendre septembre. Je suis en cours de développement, mais je le finirai cet été. Mais bon, voilà, c'est open source, ça sera pareil que Gipster. J'espère pouvoir revenir, justement, je parlerai un peu plus de tech et de développement quand je viendrai présenter ce sujet-là sur l'île, pourquoi pas. J'aime bien les licornes, pour ceux qui connaissent un peu le serverless, on assimile souvent cette technologie avec le monde des licornes parce que ça permet, on assimile ça au monde de la magie, féerique, etc. Donc on verra justement pourquoi. Et j'ai fait quelques publications, y compris, alors je crois qu'on va les mettre à disposition. J'ai fait un white paper sur le serverless où je traite un peu ce qu'on va parler ce soir. Et aussi tout ce qui est un peu quelques astuces sur le développement, les concepts à prendre en compte en termes de réflexion, d'architecture. Je parle d'observabilité, de sécurité. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, vous pouvez le prendre, le télécharger comme vous voulez. Donc voilà. Le Tour de France, je travaille, je bouge dans quelques villes et si vous voulez aussi me suivre, j'aurai un article mois prochain dans programmer.com aussi sur le serverless où je vais parler d'observabilité et de l'écosystème.
Attaquons maintenant un peu le vif du sujet et revenons un peu à un retour vers le futur. Bon, c'est pas vraiment une timeline linéaire, hein. Le serverless n'est pas forcément la finalité à tout, hein. On va plus les mettre en parallèle, mais j'aimais bien l'image. Du coup, enfin, si on repart un peu en arrière, moi je sais que j'ai commencé quand on était encore dans tout ce qui était architecture physique, enfin infrastructure, où c'était mes patrons, ils achetaient limite livraison par la poste des gros racks de serveurs que je prenais, que j'allais prendre ma petite doudoune dans un data center et que je raquais. Donc ça, c'était pendant mes études. Donc j'ai commencé en tant qu'opérationnel. Et c'était pas forcément marrant, surtout quand on devait se lever à 3h du mat. Et la vie dans un data center à 3h du mat, c'est pas forcément rigolo. Surtout quand on se pèle et qu'on doit dormir limite à côté pour attendre certains traitements. Donc voilà. Après, bon, c'est bien, il y a eu la virtualisation, il y a eu en plus l'évolution. Le fait marquant, c'est après, il y a eu la partie cloud computing qui est vraiment arrivée. Alors là, j'ai mis 2006, je suis un peu brandé AWS. Voilà, il y a de toute façon les 3 gros providers, on va vraiment parler aussi des 3 ce soir, pas que AWS. Mais 2006, c'est voilà, AWS qui a un peu explosé le marché avec son offre de cloud computing, où au lieu de racker des serveurs, on faisait du clic-clic avec notre souris, et on pouvait vraiment, en l'espace d'une seconde, avoir des machines virtuelles à la demande, avoir vraiment du compute à la demande avec du CPU, de la RAM. Donc ça, c'était génial, ça a vraiment fait avancer les choses. Après, c'est vrai qu'il y a eu la conteneurisation qui est arrivée, qui a encore été à un autre niveau, une autre granularité, où on a pu encore faire plus de choses. Donc là, c'est pareil, on a vu l'avènement de Docker. Aujourd'hui, je crois qu'ici, si je fais le sondage, qui est-ce qui connaît Kubernetes? Bon, voilà, ça prouve un peu, aujourd'hui un peu que c'est la technologie que tout le monde parle, surtout quand on veut faire du multi-provider, tout le monde fait du cube, malheureusement pour Docker Swarm. Et aujourd'hui, moi je vais parler de serverless, qui a encore une autre échelle, une autre granularité, et qui apporte aussi son lot de bénéfices, mais aussi ses désavantages. Et ça, c'est en 2014 qu'en gros les premières fonctions, le FAS, le Function as a Service, est sorti au niveau AWS. Donc, mine de rien, 2014, c'est quand même assez récent pour une technologie d'infrastructure. Donc voilà. Bon, si on n'est pas trop nul en anglais, serverless, il n'y a pas de serveur. Bon, on va dire, on sait très bien que c'est pas vrai. Ça serait un peu trop parfait de plus avoir besoin de serveurs. C'est juste qu'en fait, on ne va pas avoir besoin de gérer de serveurs. Aujourd'hui, on va déporter ça, toute cette responsabilité-là, on va la donner au provider. C'est lui qui va s'en occuper. Donc nous, quand je dis on ne va pas gérer de serveur, on ne va même pas avoir besoin de manager, d'avoir la notion de serveur. On ne va pas provisionner du CPU, de la RAM, pour exécuter certaines fonctionnalités. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une approche qui est intéressante. On ne va plus avoir cette notion d'infrastructure. On va pouvoir avoir un focus vraiment sur on va dire la fonction que le service serverless va nous mettre à disposition. Et donc là-dessus, je vais mettre un peu 2 terminologies sur le serverless. Il y a ce que j'appelle le BaaS. Alors aujourd'hui, c'est Blockchain as a Service. Voilà, il y a toujours plein de nouveaux trigrammes qui sortent. Moi, j'appelle toujours ça Backend as a Service. Et là-dedans, je vais mettre tout ce qui est fonctionnalité autre que le FAS, c'est-à-dire par exemple des bases de données, NoSQL, qu'on va pouvoir consommer à la demande. Et c'est vraiment pareil, pas d'infrastructure. On va payer, un des points importants, c'est qu'on va payer à la consommation. Donc là, on va payer à tout ce qui est espace de stockage, tout ce qui est, en gros, read et write. On va vraiment payer à la consommation. C'est-à-dire que quand je ne consomme pas ma base, je ne vais pas payer. Bon, outre le stockage qui sera toujours là, mais voilà, je ne vais pas payer ce que je ne consomme pas. Je vais mettre aussi dedans des outils type OS0. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un fournisseur de services d'authentification. Donc là, c'est pareil. Pour ceux qui font de l'application, la partie authentification et sécurité, ça a toujours été un calvaire. Surtout quand il y a des mises à jour à faire, on veut faire du MFA, etc., etc. C'est toujours assez compliqué à faire. Et là, donc, c'est un peu un service clé en main qui propose de l'O2 où on va payer en termes d'utilisateurs. Donc là, pareil, on ne va pas gérer d'infrastructure, on ne va pas dire j'ai besoin de tant de CPU, mais à la fin du mois, on va payer parce que j'ai eu 500, 1000, 2000 utilisateurs qui se sont connectés, qui utilisent mon service. Donc là, c'est pareil, c'est des services qui sont vraiment packagés, qui vont fournir vraiment un ensemble de fonctionnalités, que ce soit de la sécurité, du MFA, des connecteurs pour différents directories de type AD ou autre. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie basse. Et l'autre partie où je vais vraiment faire un peu plus un deep dive ce soir dessus, c'est la partie FAS, donc Function as a Service. Et là, c'est vraiment là où on parle le plus, où il y a le plus gros nombre d'impacts, c'est on va déployer non pas des applications, maintenant on va déployer des fonctions. Et c'est vraiment la granularité, c'est à la fonction qu'on va déployer, et après c'est pareil, je ne gère pas de système, je ne gère pas d'OS, pas de CPU. Je vais pouvoir tailler un peu la RAM parce que le pricing généralement est fait par rapport à la consommation de mémoire RAM.
qu'il faut bien quand même en mettre une. Mais là, on va avoir le paroxysme du paiement à la demande, c'est que là, on ne va pas payer en termes d'heures comme une instance ou en minutes sur certains providers. Là, on va payer au centième de milliseconde, c'est-à-dire que mon code, il va démarrer, il va s'exécuter. Si derrière, j'ai fait 200 millisecondes, je vais payer que les 200 millisecondes d'exécution. Si ma fonction derrière n'est pas appelée, n'est pas exécutée, je ne payerai rien. Donc, c'est vraiment une notion qui est aussi un des gros avantages, ça sera la partie cost. Et aussi, c'est une technologie qui est event-based. Donc, faut l'avoir aussi en tête parce que des fois, il y en a qui... C'est tellement rapide en fait que les fournisseurs de services sont tellement rapides dans les allers-retours entre les différents services qu'on se dit mais non, c'est du synchrone, c'est bon, c'est génial. Mais non, c'est event-based. Et des fois, quand justement ça foire, c'est là où on a vraiment justement cet événement qu'on va pouvoir récupérer, retraiter, possiblement même envoyer dans des letter queues, etc. Maintenant, on a vu un peu ce qui était le serverless. Mais alors, qu'est-ce qui n'est pas serverless? Alors là, c'est un peu trois terminologies. À chaque fois, on dit « Ah ouais, les conteneurs, c'est du serverless. Le PaaS, c'est du serverless. » Alors, le PaaS, là, par exemple, je vais mettre Heroku dedans. Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, Heroku, c'est du serverless. » Mais alors, pas tout à fait. Parce que même si Heroku, c'est super évolué, on est toujours sur un mode de facturation où on va on va devoir provisionner, on va dire indirectement, même si c'est super simplifié, en ligne de commande, 2-3 lignes de commande, c'est bon, je déploie mon WAR. Mais derrière, ça ne va pas nous donner la même granularité, on va dire. Et surtout en termes de pricing, on ne va pas payer vraiment à l'exécution, mais plus, il y aura quand même des serveurs qui vont tourner en back-end et qui vont permettre de hoster notre application. Le conteneur aussi. On dit souvent, c'est au final un conteneur, moi je me fais un conteneur Go, il démarre en quelques millisecondes. Donc on peut vraiment avoir le même tuning. Mais derrière, c'est pareil, au final, même si la partie conteneur est relativement simple à gérer et facile, on n'a pas vraiment de notion de... même les images, au final, maintenant, on s'intègre assez facilement. Il va quand même falloir gérer derrière un orchestrateur et c'est là où on va avoir la notion d'infrastructure qu'il va falloir gérer, maintenir, provisionner. Les workers, ils ne vont pas se provisionner tout seuls. Qu'il va falloir même faire gérer la partie patch de sécurité, etc. Et le no-ops aussi, on dit tout le temps, ouais, ça y est, moi je vais faire du serverless, je vais virer tous les ops. C'est cool, regarde, j'aurais fait toute une belle lettre de licenciement. Et non, aujourd'hui, alors oui, on n'a pas d'OS, donc c'est sûr que les sysops, ceux qui se connectaient en mode SSH, à faire des lignes de commande, à faire des patchs, etc. Là, oui, c'est sûr, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas d'OS, on n'a pas à gérer d'OS. Par contre, derrière, on aura toujours besoin d'opérationnels parce qu'on aura toujours besoin de personnes qui vont garantir la sécurité. Ce n'est pas parce qu'on fait du serverless qu'il n'y a pas de faille de sécurité, au contraire. Il va falloir toujours mettre tout ce qui est système d'observabilité. Ce n'est pas parce qu'on fait du serverless qu'il ne va pas falloir faire du monitoring, au contraire même. Généralement, on a des architectures qui sont encore plus complexes, avec une plus grosse interaction de différents services et qu'il va vraiment falloir comprendre, surtout quand j'ai une requête A qui va à une requête C, qui passe par 15 services. Il faut arriver, pareil, à faire de la traçabilité, à faire du suivi, du monitoring, etc. Donc on va avoir besoin d'ops, c'est juste qu'ils ont un travail qui sera différent. Ils vont aussi faire, pourquoi pas, du FinOps derrière. Ils auront un métier qui va changer, mais il y en aura toujours un besoin d'opérationnel, même avec cette technologie-là. Aujourd'hui, quand on parle de serverless et un peu de provider, alors je ne les ai pas tous mis, bien sûr, on va retrouver, bien sûr, des gros, comme Amazon Web Services, Google ou Microsoft Azure, qui, clairement, aujourd'hui, a à peu près le même catalogue de services, même si on veut vraiment comparer, aujourd'hui, AWS a, pour moi, une légère avance en termes de maturité d'écosystème derrière. Après, on va retrouver un peu des librairies qui sont un peu plus open source, où même si on a un cluster Kubernetes, on va pouvoir faire du serverless. Alors, je le mettrai entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas forcément les mêmes notions, à partir du moment où derrière, on aura quand même à gérer des workers. Voilà. Mais l'approche, en termes de fonction FAS, on va pouvoir la retrouver avec de l'open FAS. OVH aussi, alors là, c'est bien, je ne vais pas faire de troll. Est-ce qu'il y en a d'OVH ici? Non, bon. Ils ont sorti les OVH Cloud Functions. J'avais vu il y a longtemps, je n'ai pas forcément regardé plus. Je ne pourrais pas vous en parler pendant des heures. Mais ils voulaient aussi sortir leurs functions, donc ça c'est bien. Apache OpenWhisk, on a du Knative, pareil au zéro. Ils font aussi du WebTask derrière, ils font la partie exécution de code un peu plus longue. Donc il y en a beaucoup qui font du serverless. J'étais au reInvent l'année dernière. Et le mot qui revenait sur toutes les bouches, c'était le terme serverless, pas forcément data. C'était data, il arrive en deuxième position. Aujourd'hui, serverless, il y a vraiment une vraie dynamique autour de cette technologie. Et je le vois moi de plus en plus, des clients qui viennent nous voir aujourd'hui qui parlent directement de serverless et pas forcément de Transfo Cloud, etc. Non, ils y vont, ils veulent faire du serverless parce qu'ils comprennent les avantages qu'il y a derrière. Maintenant, si on
Si on prend un peu, voir un peu l'impact que c'est, on va repartir un peu encore dans le passé et repartir à notre machine virtuelle. Donc moi j'ai une application qui tourne, jusque-là elle tourne bien, j'ai 2 instances qui tournent, qui vont être load balancées, qui vont héberger mon application. C'est vrai que j'avais un problème de slide. Donc j'ai mon application, elle tourne, à un moment donné dans mon application, j'arrive à 90% de CPU, parce que j'ai plein d'utilisateurs qui viennent l'utiliser, c'est cool, c'est génial. Qu'est-ce que je fais en tant qu'opérationnel? Je vais rajouter une instance. Donc, ça, on peut le faire de façon automatique, il y a des autoscaling, enfin tout ce qu'on veut, mais on va rajouter du compute pour justement adresser ces performances-là. Je suis un peu intelligent et je mets un load balancer, bien sûr, pour répartir la charge. Mais quand on fait un peu un retour en arrière dessus, on va voir que les 2 petits carrés gris, là, c'est tout ce qui est over-provisioning. L'over-provisioning, c'est parce que si on est un peu consciencieux, on ne va pas dire que ma machine, elle fonctionne dans son état nominal quand elle est à 99% de CPU. On ne va pas pouvoir la mettre toujours dans le rouge parce que il nous faut toujours une marge pour pouvoir justement déclencher, identifier des pics dans mon traffic pattern et pouvoir déclencher justement cette scalabilité. Donc ça, mine de rien, cet over-provisioning, ça coûte de l'argent. Parce que derrière, possiblement, je pourrais très bien pallier à la charge avec une machine ou réduire au fur et à mesure. Donc ça coûte de l'argent. Ensuite, on a eu la conteneurisation. Donc là, pareil, on change d'échelle. Et c'est quoi? On a une machine virtuelle qui sera un worker. On a un pod, si on va utiliser un peu les mots cubes. On a un pod qui tourne avec un conteneur. Jusqu'à là, c'est génial. À un moment donné, j'ai le trafic qui augmente. C'est pareil. Qu'est-ce que je fais? Je vais augmenter le nombre de pods. Je vais le scaler pour pallier justement à cette augmentation de charge. Et à un moment donné, quand je vais arriver un peu à une crête, où là, pareil, à chaque fois, je load balance le trafic. Quand j'arrive à une crête et que je dois déployer un nouveau pod, qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir provisionner un nouveau worker pour justement pouvoir l'héberger. Et à ce moment-là, c'est un peu le pire des cas en termes de provisioning. C'est que là, en termes de over-provisioning, je vais être un peu au summum. C'est que déjà, on voit que dans chacun de mes pods, possiblement, je vais aussi me mettre une marge. Parce qu'on peut aussi, que ce soit de la réservation de mémoire ou vraiment l'utilisation, on peut configurer ça. Et bien sûr, j'aurai ma VM, mon worker, qui sera totalement sous-utilisé parce que j'ai juste un pod qui est levé dessus. Donc là, c'est pareil, l'over-provisioning va vous coûter de l'argent. Dans le cas du serverless, on va encore changer de granularité, mais là, on va vraiment, même changer d'aspect. On va retirer toute la partie VM, toute la partie machine virtuelle, et on va juste se dire, tiens, j'ai des fonctions. Et ces fonctions-là, qu'est-ce qu'on va les rendre comment? On va complètement déjà les rendre indépendantes. C'est-à-dire, vu que je déploie la fonction, j'ai par exemple mon get user, mon put user, mon create user, mon delete user. Ça sera des fonctions indépendantes. Et on va pouvoir déjà, s'adapter à un traffic pattern spécifique à une fonction. Donc par exemple, si mon get user il est utilisé tout le temps parce que c'est une fonctionnalité que tout le monde utilise, c'est bien, il va pouvoir se rendre élastique, il va pouvoir vraiment s'adapter au traffic pattern. Mais en revanche, le delete user, parce que c'est une super application, il n'y a jamais personne qui supprime mes utilisateurs, si elle n'est pas utilisée, justement, l'avantage c'est que je vais pouvoir pas du tout l'invoquer, je ne vais pas du tout la payer, elle va être 0 instance de ma fonction. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment matcher mon traffic pattern et m'adapter justement aux besoins des utilisateurs et pas payer vraiment du surcoût. Donc là, après, c'est pareil, on aura aussi, comme je disais tout à l'heure, en termes de fonctions, on va pouvoir tailler en termes de mémoire, parce que ce soit d'un langage à un autre, on n'aura pas les mêmes consommations, et donc il faut quand même pouvoir un peu jouer là-dessus. Donc on aura toujours ce petit over-provisioning, mais en termes de traffic pattern, on va vraiment pouvoir descendre au scale 0, et comme ça, ne pas payer quand c'est pas utilisé. Autre point important, donc là je parlais d'isolation, c'est qu'on va vraiment avoir des instances de mes fonctions qui seront isolées, qui ne seront pas forcément en lien, donc c'est vraiment du full stateless. Là, il y a des moyens de hack, etc., pour commencer à sauvegarder des fichiers dans chacune des fonctions, mais la fonction, les faces, se veut stateless. Donc on ne va pas commencer à sauvegarder des états de ces fonctions-là. Donc du moins, ce n'est pas forcément un bon pattern. Et c'est éphémère. Donc c'est que ma fonction, une fois exécutée, elle va s'arrêter au bout d'un certain temps et elle va se déprovisionner. Et après, c'est le provider qui gère. Moi derrière, sincèrement, que j'ai une exécution, même 0 exécution, jusqu'à 10 millions d'exécutions, je ne gère rien, je n'ai pas une ligne de code à rajouter. C'est le fournisseur de service qui va s'adapter à mon trafic et qui va fournir les ressources nécessaires pour adresser ces 10 millions de requêtes.
Donc si on reprend un peu, un point de vue un peu plus global de comment ça fonctionne, en fait, on va avoir un service qui va émettre un événement. Donc, je parlais d'événementiel tout à l'heure. Donc là, les services qui vont émettre des événements, il y en a divers et variés. Là, ça dépend vraiment du catalogue du fournisseur de services cloud. Côté AWS, on va pouvoir retrouver par exemple de l'API Gateway. Donc si on veut avoir un peu un formalisme de type API REST. On va même pouvoir générer des événements quand un fichier sera inséré sur un espace de stockage. On peut même générer des événements quand il y a une donnée qui est insérée en base de données. Donc on a une base de données NoSQL. On peut dire, tiens, dès que tu as un item qui est ajouté, modifié, tu me lèves un événement et moi je vais le traiter, je vais pouvoir faire des stats, on peut vraiment tout imaginer. On peut avoir bien sûr des événements de type cron job, de dire, tiens, tu m'exécutes ma fonction tous les 5 minutes, 10 minutes, tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment un événement qui va commencer à dire, tiens, invoque ma fonction, je te passe les différents paramètres et maintenant tu peux t'exécuter. Et après, libre à la fonction, pareil, d'appeler possiblement un autre service cloud. Pourquoi pas imbriquer, on peut très bien avoir une API en frontal, avoir la partie lambda qui va traiter tout ce qui est fonctionnel, et la base de données, ça peut être du DynamoDB, par exemple, en base NoSQL serverless. Rien ne nous en empêche. Et pareil, ça, à chaque fois, on va devoir s'intégrer avec ça. Et rien ne nous empêche aussi derrière de faire des calls API et d'appeler d'autres services tiers, d'un autre service serverless, si on veut. Maintenant, on va parler un peu plus use case. Je ne vais pas tous les voir, il y en a énormément, mais à mon avis, on pourra largement en discuter tout à l'heure au buffet si vous avez des cas où vous posez un peu la question. Je sais que j'ai souvent des questions là-dessus. Le premier use case que j'aime bien, c'est l'application web. Alors ça, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent des émissions M6 où on vote et tout ça, tous les soirs, ils disent « Ah ouais, envoyez votre vote A, B, C, D via téléphone ». Mais ça, pour moi, c'est le cas parfait du serverless. C'est-à-dire, à un moment donné, on va devoir tous voter. Donc là, il y a un service, par exemple Twilio, qui va vous permettre de récupérer ces votes via un numéro de téléphone. Et le résultat de ces votes, de ce SMS que vous envoyez, peut être redirigé sur une API. Donc là, cette API, on peut créer un service serverless. On va capter, on va dire, le contenu de ce message, on va pouvoir l'analyser, le stocker sur une base de données NoSQL. Possiblement lever un événement, dire « Hey, il y a une nouvelle donnée qui a été insérée dans la base. Exécute-toi et toi, tu vas me faire des statistiques. Ma deuxième fonction va faire des stats. Va mettre à jour une note table de ma base de données et qui va faire des sommes, tout ce qu'on veut, des jolis graphes, etc. Et derrière, on peut avoir la partie S3, donc il y a un stockage chez AWS qui permet en un clic de dire tiens, tout mon site web statique, donc qu'on prenne Angular, React, Vue, on le stocke dessus, on clique et ça vous fait un site web disponible worldwide, etc. Sans rien faire. On a juste à déposer les fichiers JavaScript, HTML dessus. Et derrière, voilà, on peut l'exposer au public. On peut exposer le site web qui fait des stats ou on peut en faire tout ce qu'on veut. Donc là, pour moi, pourquoi c'est le use case parfait? Parce que j'ai pas de vote, je paye pas. J'ai 10 millions parce que, mine de rien, je ne sais pas au niveau infrastructure, la prise de tête que ça doit être. Je n'ai jamais bossé avec des personnes qui géraient ça. Mais c'est quand même des pics où, possiblement, il y a peut-être, selon l'audience, 5 millions d'utilisateurs qui vont faire un vote simultané. Il va falloir traiter ça assez rapidement pour justement afficher des stacks. Des stats un peu en live, on les voyait sur la télé où on voit des camemberts qui se forment, etc. Donc il faut vraiment arriver à avoir de la puissance de calcul momentanément. Et à la fin, une fois que le vote est fini, je ne paye plus rien, je ne vais pas être devant mon PC à dire tiens, j'ai provisionné 10 000 VM, mais je vais toutes les arrêter à la mimine. Non, là c'est juste, ça le fait automatiquement. J'ai exécuté mes 10 000 actions, mes 10 millions d'actions, et après, voilà, j'ai payé que cette consommation-là. Un autre use case aussi qu'on rencontre souvent, c'est quand on parle de file processing. Alors, je ne parle pas de big data avec des gros data lakes, avec du traitement MapReduce, etc. Mais à minima, on peut quand même faire des traitements. On verra tout à l'heure, il y a certaines limites qui nous bloquent sur ça. Mais on peut faire des traitements de fichiers. Donc, comme je disais, je suis un utilisateur, je peux très bien déposer un fichier sur un espace de stockage qui est serverless. Donc, c'est-à-dire, je peux vraiment dire qu'il y a 10 millions d'utilisateurs momentanément à l'instant T qui va déposer un fichier. La garantie derrière d'AWS, c'est qu'ils sont en capacité de fournir les ressources nécessaires pour traiter cette demande-là. Et rapidement, ce n'est pas juste eux-mêmes qui vont faire du scale, etc. C'est vraiment, à l'instant T, ils peuvent traiter cette charge, ils peuvent traiter ce volume de données et fournir les différentes applications. Derrière, ça va lever de l'événement, on peut passer par un topic qui va lever un événement, dire hey, « tiens, j'ai reçu un nouveau fichier », il faut le traiter, et on peut très bien imaginer 3 actions qui vont traiter ce fichier, qui vont analyser la donnée. Il y en a un qui peut faire peut-être un micro MapReduce ou de la stat, un autre qui va faire, je ne sais pas, de la validation et de l'identification pour voir s'il n'y a pas des données personnelles et il va faire de l'anonymisation. On peut tout s'imaginer et derrière insérer cette donnée-là
dans une base de données NoSQL pour traitement, ou alors directement dans un autre espace de stockage pour dire que voilà, j'avais ma donnée raw, j'ai ma donnée transformée, je peux commencer à poursuivre le traitement, faire de l'analytics, on peut s'imaginer tous les cas de figure. Autre sujet aussi qu'on voit énormément, c'est l'IoT. Là, je parle d'adaptation à une traffic pattern, et quel meilleur cas de figure qu'un traffic pattern qui fait des gros yo-yo, parce que justement dans l'IoT, on a ça, on a des fois une startup qui commence avec un capteur, il l'a testé, c'est génial, et tout d'un coup il y a un gros boom, il va devoir faire 10 000 capteurs, 100 000 capteurs, 1 million de capteurs, parce que tout simplement je vends un produit qui marche bien, et je dois, pareil, être ultra réactif et m'adapter à ce trafic-là. Donc là c'est pareil, soit j'ai des capteurs qui peuvent envoyer de la donnée toutes les secondes, soit possiblement c'est des événements qui vont se passer, qui vont envoyer un énorme flux de trafic, et je vais devoir traiter ça. Donc là c'est pareil, toujours des fonctions, du stockage qui vont traiter cette donnée. Pareil, on a un service de stream. Ici, je suis sûr qu'il y a tout le monde qui connaît Kafka. Kinesis, en fait, c'est le Kafka d'AWS. Bon, même s'ils ont maintenant un Kafka managé sur AWS, mais ils ont quand même Kinesis qui est là justement pour traiter tout ce qui est flux, des gros flux de données, où on peut vraiment envoyer en masse. On a plein d'exemples là-dessus, où c'est fait pour traiter cette charge-là. Pareil, sans rien gérer. Derrière, comparé à un Kafka où je vais devoir quand même provisionner, là, j'ai juste à faire mes configurations et c'est fait pour capter des flux et pour pouvoir les traiter et les dispatcher derrière sur mes différentes fonctions. Ça, quand je parle de fonction, on déploie une fonction, c'est vraiment une fonction. Ça, c'est le code d'un exemple de fonction. J'ai vraiment mon corps de la fonction avec le début, les différents paramètres, un petit bout de code où là, je construis ma réponse et j'ai un callback pour dire, tiens, je te retourne ma réponse, à toi de la traiter. Donc c'est vraiment, quand on parle de face, on va vraiment faire une function as a service, une fonction, et c'est cette fonction-là, c'est ce bout de code-là qui va être déployé. Donc là, c'est juste un hello world, tout basique, mais on peut imaginer vraiment beaucoup plus derrière. On va parler maintenant un peu bénéfices et inconvénients. Donc, comme je disais, on compare souvent le serverless au monde des licornes, parce que là, mine de rien, je vous ai parlé d'élasticité, il n'y a plus d'infra à gérer, c'est génial. La sécurité, quand même, il y a un gros point de sécurité en moins. Là, je parle aussi des coûts opérationnels qui sont réduits parce que, oui, d'accord, il n'y a pas de NoOps, mais on va quand même, on va plus avoir besoin de toutes les personnes qui faisaient de la mise à jour de systèmes, de patching, etc. Là, aujourd'hui, on va dire, on peut réduire l'effectif, donc c'est sûr que le coût opérationnel, en termes de maintenance, il sera largement réduit. Surtout que, on va dire, moi, j'emploie souvent le mot de DevOps native en termes de serverless, c'est que dans tout projet serverless, au final, on va donner la main aux développeurs, on va leur donner des droits de faire des actions dans mon fournisseur de services, on va leur donner des droits de créer leurs fonctions, on va leur donner des droits de créer leur API, et au final, c'est les développeurs qui vont avoir la responsabilité des déploiements. C'est plus une personne opérationnelle où on va lui envoyer un fichier Word qui va faire petit 1, je me connecte à la console, petit 2, je fais mon déploiement. Là, c'est vraiment les développeurs qui vont avoir la main du déploiement et qui vont devoir faire les différentes actions. La partie réduction du coût de développement, alors là, c'est par exemple, quand j'utilise OS0, comme je disais tout à l'heure, moi, pour en avoir fait des systèmes d'authentification, même pour avoir contribué au système d'authentification de Gipster, c'est long à faire, on veut faire quelque chose. Et rien que déjà dans Gipster, il n'y a pas la partie MFA ni rien. Sur la part de l'authentification simple. Donc là, si on veut implémenter tout ça, mine de rien, il faut se maintenir à jour. Et quand je dis maintenir à jour, c'est demain, il y a une nouvelle faille de sécurité, et on doit impacter notre code pour mettre à jour, pour traiter ça, etc. Là, au final, c'est le fournisseur de service qui va s'en occuper. C'est OS0 qui, derrière, nous garantit qu'ils seront à jour, ils seront sécures et que nous, on peut juste consommer le service. Donc, on va pouvoir gagner des temps de développement. Les développeurs, au lieu d'implémenter un système d'authentification, vont pouvoir apporter de la valeur à leurs produits, déployer de nouvelles fonctionnalités et donc faire prospérer le produit correctement. Le coût de la scalabilité, comme je disais, à un moment donné, que ce soit en termes opérationnels, parce que même un cube ou tout ce qu'on veut, à un moment donné, quand on veut gérer de la scalabilité de worker, dire que oui, voilà, tu vas provisionner quand j'ai tant de CPU, tant de RAM, avec un système d'observabilité, etc., c'est toujours long à mettre en place. C'est un coût, même si on est super bon en infrascode, il faut quand même un coût de déploiement. Là, on n'a plus rien à gérer. Là, c'est le fournisseur de service qui va le faire pour nous, et il va le faire bien parce que lui, il a tout à y gagner en faisant ça. L'optimisation. Alors, l'optimisation du code, et moi, c'est justement un des aspects que j'aime bien. Alors, on parle énormément en ce moment de Craftman, etc. Et là, pour moi, pareil, le serverless va vraiment mettre ça en évidence. C'est qu'aujourd'hui, je croise énormément de projets où
En fait, on s'en fiche un peu le nombre de librairies qu'on va importer, le nombre de boucles. Enfin, aussi, on va commencer quand même à réfléchir quand il y a plein de boucles for. Mais on ne va pas vraiment aller creuser le fait que, tiens, mon algo, il peut vraiment être optimisé. Je peux vraiment lui apporter telle fonctionnalité pour l'améliorer. Là, aujourd'hui, on va payer en termes d'exécution de code. Exécution de code, c'est-à-dire que, allez, on va trouver un peu, je suis stagiaire, je ne sais pas trop encore les algorithmes, je vais faire 3 boucles for. 3 boucles for, ma fonction, elle dure 1 seconde. Je suis là, ok. Moi, à partir du moment où je vais identifier qu'elle dure 1 seconde, je vais peut-être l'optimiser. Et derrière, elle va durer que 500 millisecondes. À la fin, quand on regarde au niveau de la facture, c'est 50% d'économie. Donc, quand j'ai 2-3 appels, on s'en fiche, mais quand j'ai 10 millions d'appels sur ma fonction, si j'ai 50% d'économie, eh ben, ça fait son petit effet quand même à la fin du mois. Donc là, le petit stagiaire qui fait un mauvais bout de code, eh ben, on va commencer à le fliquer. Enfin, le fliquer. Entre guillemets, on va le surveiller, on va mettre encore plus au niveau sonar, on va l'aider. On va l'aider. Non. Moi, je sais que j'avais fait un projet chez un client et là, c'est pareil. Enfin, le terme d'optimisation de coûts et d'optimisation du code, ben, on le monitorait, c'était vraiment une part entière de notre pipeline. On détectait quand il y avait un bout de code, une fonction qui prenait plus de 25% de son temps. Alors, on remontait juste la notification, mais derrière, ça nous poussait à dire « Ah, écoute, pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation possiblement, j'ai chargé une nouvelle librairie qui, je ne sais pas forcément d'où elle vient, elle n'est pas forcément optimisée, elle prend plus de temps, parce que pour X ou Y raison, ou possiblement, c'était voulu, parce que tout simplement, la complexité fonctionnelle qui m'a été demandée nécessitait justement ce temps de traitement supérieur, ou possiblement, je peux faire une optimisation de code et l'améliorer. Donc c'est là où on va vraiment pouvoir travailler sur faire un code assez propre, assez optimisé, reprendre un peu les bases de l'optimisation algorithmique et dans mes traitements des données. Donc c'est vraiment, en termes de facture, au final, quand on commence à toucher au portefeuille, là, en tout cas en termes de projet, quand j'allais voir les responsables, quand je leur disais, écoute, si on fait ça, on va gagner de la facture, ça leur parlait beaucoup plus que quand aujourd'hui on leur dit, oui, écoute, on aimerait bien faire de la qualité de code. Non, mais c'est bon, la dette technique, on verra ça plus tard. Et alors, un facteur aussi que j'adore, moi, on en parle énormément en ce moment sur l'écologie. On parle de l'écologie. Alors, bon, même si vous me direz, faire de l'informatique, déjà, c'est pas trop green. Mais au final, c'est toujours un peu mieux de faire du serverless parce que à partir du moment où nous, on ne va pas gérer tout ce qui est over-provisioning, c'est le fournisseur de services qui va le gérer pour nous, et c'est lui qui va faire ses petites optimisations pour gagner. Parce que mine de rien, un fournisseur de services cloud, lui, il va payer quoi? Il va payer en termes de volume électrique, enfin plein d'autres choses, mais du volume électrique, de consommation électrique. Donc lui, si derrière, parce qu'il fait ses petites optimisations, il va pouvoir déprovisionner certains serveurs, les éteindre, etc. et gagner justement en consommation électrique, lui, il sera heureux parce que c'est comme ça qu'il va faire son business et rapporter de la valeur et être encore plus rentable. Et nous, derrière, clairement, on s'en fiche, ça ne nous impacte pas. C'est sa petite tambouille de son côté, tant que nous, on a des perfs justement pour dire, tiens, j'arrive à provisionner rapidement ma fonction et elle arrive à traiter la demande. Donc là, c'est vraiment, derrière, on va donner, par exemple, pareil, ça aux fournisseurs de services. Encore plus, aujourd'hui, les fournisseurs de services cloud, ils sont toujours dans des optiques green, parce que déjà, ils sont vraiment, ils sont observés là-dessus, ils sont attendus. AWS a annoncé qu'en 2020, ils seraient 100% green. GCP, ils le sont déjà depuis longtemps et c'est génial. Pareil sur Azure, je ne connais pas le pourcentage côté Azure, mais ils ont toujours des grosses normes de green. Et nous, je sais que justement chez Ypon, c'est pour ça aussi qu'on fait du serverless, c'est parce qu'on pousse énormément ce petit green, parce que ça commence vraiment à séduire les gens, et les gens sont vraiment sensibles sur ces notions de, voilà, j'ai fait un choix d'architecture qui, entre guillemets, améliore et va sauver la planète, vraiment entre guillemets. Donc voilà. Bon, après, c'est pas forcément le monde des licornes. Là, tout ça, ça peut être tout beau, tout propre, mais il y a pas mal de contraintes aussi. Une première contrainte, et là c'est dans la bouche de tout le monde, c'est « Ah, mais je fais du serverless, vendor lock-in ». Alors oui, oui, à un moment donné, on va utiliser un service qui est propriétaire. Derrière, si on veut être vraiment full serverless, on va utiliser plein de services qui sont propriétaires. Par exemple, la base de données DynamoDB, NoSQL, la partie S3, là je montrais pour tout ce qui est stockage. Alors là, sur le lock-in, pour avoir vraiment implémenté ça, alors je dirais oui et non, il est à challenger, c'est que ce lock-in derrière, en fait, le serverless, c'est quoi? C'est un outil d'infrastructure. D'accord? Mon code Python que je vais faire, par exemple, pour faire mon application serverless, mon fonctionnel, il ne va pas changer, il n'est pas locké à AWS. Par contre, après, à moi, en tant qu'architecture, quand même, à prendre ça en compte et, par exemple, à faire des couches et dire que, voilà, si un jour je change, j'ai la couche data à refaire, juste la partie lien DynamoDB où j'utilise la librairie AWS
qui pourrait être supprimé et changé si jamais je veux migrer, aller sur notre provider. Donc, c'est pas si pire que ça. Tout ce qui est sécurité. Alors, la sécurité, donc, quand je raquais mes serveurs, je bossais dans une boîte de sécurité, et le principal point d'attention qu'on avait et qu'on disait à nos clients, c'est plus votre empreinte sur Internet est grande, plus vous avez de risques de vous faire pirater. C'est plus on est présent, plus on a de risques qu'il y a un attaquant qui le découvre, qui se dit tiens, je vais regarder un peu ce qu'il y a par là. Donc c'est sûr, on va dire à l'époque, on était dans l'optique, c'est j'ai un point d'entrée, un tunnel, et je vais mettre 15 milliards de solutions de sécurité dessus pour être sûr que ça c'est sécurisé. Donc et derrière, on pouvait redispatcher dans tout le réseau. Donc là, oui, c'est sûr, on va commencer à utiliser, surtout encore plus si je dis je vais faire de la AWS, je vais faire du GCP, je vais faire de l'Azure, je vais faire du Host 0. Derrière, c'est 3 providers qui ont à chaque fois leurs propres règles de mise en place de politiques de sécurité, de policy, etc. Et il va falloir arriver à créer une homogénéité dans tout ça. Et c'est pas facile. Donc souvent, on rencontre le cas du écoute, je t'ai donné des droits de mine, vas-y, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais quand même, je t'ai bloqué le billing parce que j'ai pas envie que tu vois la facture. Mais tu as les droits de mine. Donc tu as accès aux données, tu as accès à tout. Donc là, déjà, ça, c'est sur un provider. Après, quand il doit joindre aussi, pareil, Google, quand il doit joindre Azure, c'est encore pire. Donc là, c'est pareil, avoir une politique homogène de sécurité, quand on fait vraiment plein de services cloud divers et variés, c'est pas facile à maintenir, c'est pas facile à mettre en place, et c'est un effort quand même supplémentaire à fournir par rapport à une application traditionnelle. La perte l'optimisation de serveurs, alors là, c'est pareil, dans 99,9% des cas, on n'en a pas besoin, mais dans 0,01%, on a besoin d'aller sur notre OS, de modifier le kernel Linux et pour apporter des petites modifications. Et ça, j'en connais. Quand ils font du Hadoop, on en a un Lyon, il sait exactement quoi modifier sur le kernel Linux pour optimiser sa distrib, etc. Et là, c'est sûr, on n'a pas d'OS. Là, vous pouvez tout de suite abandonner. Vous ne pourrez pas recompiler les noyaux. Vous ne pourrez pas tuner la petite ligne de config supplémentaire. Vous ne pourrez pas le faire. Ce n'est pas à votre portée. Mais après, bien sûr, il faut se poser la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et après, les plus gros désavantages, c'est en termes d'implémentation. L'implémentation, qui sont vraiment des hard limits, donc qui sont non modifiables et c'est pas, vous n'avez pas la main dessus, c'est par exemple la durée d'exécution. Aujourd'hui, selon le provider, on va aller de 5 à 15 minutes d'exécution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un traitement qui dure plus de 15 minutes, ça s'arrête. C'est pas importe ce que vous faites, ça va s'arrêter, point final. On me pose souvent la question du pourquoi les 15 minutes. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Dans mon tour, on me l'a posé à peu près déjà 3 fois. Je ne sais pas, j'aimerais bien, si quelqu'un sait, je suis preneur de l'info. Pour moi, c'est de l'optimisation qu'ils font en termes de, justement, tout ce qui est over-provisioning, etc. Après, je suis preneur. Mais voilà, et ça, c'est une hard limit, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller au-dessus, vous ne pourrez pas dire non, tiens, je vais vous envoyer un mail au support et vous allez me l'augmenter. Même s'ils travaillent dessus, à mon avis, aujourd'hui, on ne peut pas le modifier. Et clairement, il y a donc des use cases qui ne peuvent pas se prêter à ça. Tout à l'heure, je parlais de MapReduce. Oui, on ne va pas traiter des gros volumes de données sur une fonction parce que si on dépasse les 15 minutes, ça va s'arrêter. Pareil, il y en a beaucoup qui disent oui, je veux faire du traitement vidéo. Voilà, là c'est pareil, on ne pourra pas utiliser des lambdas pour faire du traitement vidéo, surtout si ça dépasse 15 minutes. Le temps de démarrage, aujourd'hui, si on ne paye pas si on paye uniquement à la consommation, c'est bien parce que aussi notre fonction, en fait, quand elle n'est pas utilisée, on dit qu'elle est dans un état froid. C'est qu'elle n'est pas provisionnée. Il n'y a pas un serveur qui tourne comme ça, qui va maintenir notre code, comme aujourd'hui on voit avec une application Java. Il ne va pas être maintenu à chaud et juste recevoir du trafic et pouvoir le traiter rapidement. Il va être maintenu froid, c'est-à-dire qu'il ne va pas être provisionné. Et derrière, quand il y a le premier appel, donc un utilisateur qui va arriver, il va faire son premier appel sur ma fonction. C'est quoi? Le fournisseur de service va télécharger le bout de code, va le charger, donc après, peu importe le langage, et il va l'exécuter. Donc c'est là où, en final, ça c'est assez dimensionnant. C'est ce qu'on appelle le cold start, vous en entendrez très souvent parler. Et ça sera vraiment très dimensionnant, surtout sur les choix de langage, par exemple. Alors là, on est au Jug, donc on parle de Java, mais justement, le Java n'est pas forcément le langage le plus adapté quand on fait du serverless, parce que déjà, rien que pour la partie chauffe de la JVM, ça prend du temps, mine de rien. Et même aujourd'hui, l'écosystème Java n'est pas forcément dédié à faire de l'éphémère ultra rapide, même si on voit du Quarkus qui commence à sortir, etc., qui vont vraiment vers ce style-là. Mais rien que Spring, outre déjà les 4 gigas de téléchargement des dépendances, qui met du temps, mine de rien, à charger. Après, il faut l'initialisation du contexte. Et Spring n'est pas, même s'il y a Spring Cloud Functions, il y a plein d'articles de blog qui font des benches dessus.
Même si on fait du Spring Cloud Functions, ils ont vraiment essayé d'améliorer. Le principe même de Spring est fait pour de maintenir un état et pas forcément pour faire de l'éphémère de je me lève, j'exécute et je m'arrête. Et donc c'est pour ça qu'on va voir vraiment l'émergence des langages, on va revenir au Python, Node.js, au Go, qui sont des langages qui sont faits pour vraiment s'exécuter rapidement. Donc là c'est bien, au moins au Jug, je peux troller sur le .NET. Le .NET c'est pareil, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui, en tout cas sur AWS c'est ce qu'il y a de pire en termes de cold start. Sur mon livre blanc j'ai un petit tableau où j'ai fait un bench, ça explose tout, quoi. Donc alors là c'est bien, au moins je suis au bon endroit. Les tests c'est pareil. Aujourd'hui moi je suis développeur, j'étais développeur Java. J'avais l'habitude de lancer mes petits tests en local. Je provisionnais mon Elastic même en Docker automatiquement. Je pouvais provisionner ma base de données Postgres sur mon poste, c'était génial. Je pouvais faire mes tests d'intégration en local et m'amuser comme ça et valider un peu aujourd'hui le fonctionnement de mon application et la garantir. Aujourd'hui, quand j'ai des tests avec 15 services serverless, c'est difficilement émulable en local. Alors oui, il y a des communautés open source qui sont super actives. Il y a LocalStack, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, sur AWS qui font de l'émulation de plein de services serverless. Ils vont émuler une DynamoDB en Docker, un S3, etc. Après, là, moi, je vais vous parler plus d'une conviction, c'est que aujourd'hui, que ce soit n'importe quel provider, ils ont une capacité d'update de leurs services, des fonctionnalités, mise à jour, de patch, etc., qui est vraiment rapide. Et aujourd'hui, pour moi, une communauté open source n'a pas la force, l'énergie, à mon avis, suffisante pour pallier et s'adapter vraiment ultra rapidement. Même aujourd'hui, même AWS, entre différentes régions, il y a des différences de fonctionnalités. Donc si on veut vraiment être réaliste en termes de tests d'intégration, tests d'acceptance, on ne peut pas forcément se baser là-dessus. Alors oui, un développeur, ça va le dépanner pour faire son petit test unitaire, tester des petites commandes, etc. Alors oui, on peut simuler des événements, on peut simuler ces services-là. Mais à un moment donné, les tests d'intégration, il va falloir les exécuter. Alors l'avantage pour nous, c'est que ces services-là, comme je disais, on est obligé de faire de l'infrascode, on est obligé de faire des pratiques comme ça. Donc déployer un nouvel environnement avec, par exemple, mes 250 fonctions, mes différents liens, ça se fait en quelques secondes, voire quelques minutes. Tout ce qui est déploiement, packaging, versionning, là c'est pareil, l'écosystème, comme je disais, ça fait pas longtemps que ça existe. AWS était les précurseurs. Aujourd'hui, l'écosystème, et même en termes de communauté open source, c'est relativement jeune. Il y a, comme je disais, un énorme boom en ce moment, donc c'est vraiment en train de changer. Mais moi, c'est pareil, on fait du Docker, on fait du package, etc. On a des outils de type Artifactory pour gérer nos paquets, pour les versionner, pour faire du rollback facilement, etc., pour faire du canary release. Là, selon les fournisseurs de services, on ne va pas avoir ces fonctionnalités-là. Et mine de rien, quand on veut faire du déploiement un peu intelligent et pas impacter tous mes utilisateurs, on va vouloir faire du canary release, on va vouloir faire de l'A/B testing, et voilà, nativement, dans ces produits-là, on va pouvoir le faire. Là où je disais qu'AWS avait un petit cran d'avance, c'est que justement, mon canary release sur la partie API, les gros providers le font, mais la partie alias shifting, c'est-à-dire j'ai une fonction, une version A, une version B, je vais pouvoir faire à la canary release, shifter du trafic petit à petit d'une version A vers une version B. Qu'est-ce qui sait, alors je le fais là à chaque fois, qui est-ce qui sait d'où ça vient canary release, le canary? Ouais. J'aime bien la raconter parce qu'en fait je l'ai appris récemment et ça me fait marrer. Donc le canary release, ça vient en fait que quand il y avait les mineurs qui descendaient dans les mines, il y avait un gros problème, c'est que des fois il y avait du gaz et le gaz, il mourait. Donc c'était pas forcément marrant, mais quand ils le respiraient, c'était pas cool pour eux. Et donc la super solution pour ça, c'était de mettre un petit canari dans une boîte et de descendre avec. Et ce qu'il y a, c'est que les canaris, ils étaient super sensibles sur le gaz. Et donc quand le mineur il commençait à voir que le canari il respirait plus trop, il avait vite intérêt à courir, à remonter, parce que c'était dangereux. Au final, en production, c'est à peu près pareil, c'est que le canary release, c'est j'ai une V1, j'ai une V2, je vais commencer progressivement à envoyer du trafic d'une V1 à une V2, mais je ne vais pas tout basculer d'un coup, et je vais regarder si tout se passe bien. Si à un moment donné, ça ne se passe pas bien, j'arrête tout, je fais un gros rollback, et je fais, c'est bon, j'ai impacté que 5% de mes utilisateurs, et on va dire, ils ne vont pas tous venir avec un pieu pour quitter ma boîte. Donc voilà. Maintenant, on va parler un peu d'implémentation. Je vais vous faire une petite démo. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas vous montrer le gros projet serverless. Je vais vous faire des Hello World. Mais il faut savoir qu'il y a, pour moi, il y a deux types en fait aujourd'hui de framework qui va vous permettre de déployer du serverless. Il y a deux approches. Il y a une approche que je vais appeler une approche infrastructure, où là, on va vraiment commencer à builder de l'infrascode. Donc là, on va voir tous les langages d'infrascode des providers, que ce soit de l'ARM sur Azure, que ce soit du CloudFormation ou du SAM, le Serverless Application Model sur AWS, du Terraform. Voilà. Tous les langages d'infrascode, on va pouvoir utiliser. Derrière, c'est des services d'infrastructure, on va pouvoir provisionner notre infrastructure serverless comme ça.
Aujourd'hui, il y a un langage aussi qui est vraiment issu d'une communauté open source. Alors eux, c'est les meilleurs, ils ont trouvé vraiment ils ont acheté le nom de domaine au bon moment. Et ça s'appelle le Serverless Framework, donc serverless.com. Alors là, c'est sûr qu'au moins, on ne se plante pas quand on utilise ça. Et eux, ils proposent justement une approche agnostique en disant, écoutez, nous, on vous met un langage qui est commun à tous les différents providers pour vous permettre de faire du serverless. Alors, quand on regarde après, il y a la version payante qui permet vraiment d'être agnostique, mais à minima, on a un langage qui est commun et qui permet voilà, de faire du serverless et de déployer sa fonction assez rapidement et d'avoir une approche simplifiée des différentes étapes de création d'une infrastructure. Parce que voilà, serverless, je ne vais pas juste créer une fonction et dire je te déploie. Il faut savoir qu'il y a plein de petites briques aux alentours. Si je veux faire du canary, si je veux faire de la sécurité, si je veux faire, voilà, lui mettre les bonnes permissions pour qu'il ait accès aux différents services, enfin, comment il a invoqué, enfin, il y a plein de petits trucs à configurer que quand on fait vraiment de l'infra as code, c'est vite verbeux. Et donc, voilà, comme tout un langage d'infra as code, on a droit à un super fichier YAML, donc pour ceux qui sont fans du YAML ou pas. On va pouvoir mettre en place notre infrastructure. Et du coup, après, on va avoir plein de petites commandes qui vont nous permettre de créer voilà, notre fonction avec le template qu'on veut sur le provider qu'on veut. On va pouvoir la déployer sur les différentes stages. On va pouvoir l'invoquer en local aussi. Donc si jamais je suis développeur, je veux pouvoir l'invoquer en local avec un événement source, je vais pouvoir le faire, ils vont simuler ça. Je vais pouvoir récupérer des infos, etc. Donc on va essayer de se faire ça. Du coup, est-ce que tout le monde voit? Ouais. Tac, on va appeler ça. Et donc, on a une jolie ligne de commande qui s'appelle serverless. Après, il y a une version plus courte qui fait SLS. Et, tac, je vous montre. Et on voit qu'on a plein de templates à notre disposition. On va pouvoir vraiment dire, tiens, je veux me créer une fonction, AWS, Node.js, TypeScript, Alexa, Gradle, enfin, tout ce qu'on veut. Et on va vraiment pouvoir la customiser et voilà, en 2 secondes, la créer. Alors, il y a même, on peut faire du Go. Alors, l'année dernière, ils ont sorti, je ne sais pas pourquoi, ils étaient tous fans de ça. On peut même faire du serverless en COBOL. Alors, celui qui me fait un projet en serverless COBOL, franchement, les gars, je lui donne une médaille. Parce que c'est quand même se tirer une grosse balle dans le pied. Et donc voilà, il va me créer, puisque tout le monde revient, il va me créer juste 2 fichiers au final. Derrière j'ai une fonction, je ne vais pas non plus avoir besoin pour le moment de 150 fichiers Python pour me dire que ça y est, je peux déployer ma fonction. J'ai le camp de ma fonction, génial, hein, voilà. On voyait un peu tout à l'heure, hein, j'ai mes paramètres avec l'événement, le contexte, pour récupérer quand même les informations que je lui passe. Et on a la super phrase. Le hello JTJug. Donc voilà, j'ai mon code. Bon, pour le moment, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Et après, comme je disais, j'ai du YAML. Et donc, je vais pouvoir configurer mon super YAML. Donc, je ne vais pas changer non plus tout. On va juste mettre, voilà, là j'ai choisi Python, hein, parce que j'aime bien le Python. Donc Python 3.7, on va pouvoir lui mettre une région. Moi j'aime bien déployer ça en Irlande. J'ai donc le handler de ma fonction. Donc là, en gros, c'est le point d'entrée de ma fonction. Donc je vais dire, en gros, à AWS, dire, tiens, si jamais tu es appelé, tu rentres par ici. Donc après, libre à nous si on en a 1, 2, 3, 4, 15. Et bien sûr, comme je disais, il y a un événement source qui va se permettre d'invoquer ma fonction. Donc là, on ne va pas aller très loin. On va lui dire que j'ai un... on va dire, on n'est pas très REST compliant. Mais... Et donc voilà, et au final, c'est tout. J'ai juste ça à faire. J'ai à déclarer juste ces petits paramètres, l'événement source. Alors là, c'est sûr, c'est une fonction. Hein. Tout à l'heure, je parlais d'un projet de 250 fonctions, c'était pas aussi light. Et du coup, une petite commande. Et j'ai pas mes tokens. Ah. Bon, vous allez bien sûr voir tous mon super mot de passe. Non, je rigole. Désolé.
il a expiré plus vite que prévu. Hop. Ok. De toute façon, petit effet démo qui va toujours bien. Et donc là, au final, après, c'est pas non plus miraculeux ce qu'il va faire. C'est que derrière, le serverless framework, il va transcrire un peu tout ça, il va faire sa petite tambouille, et il va me générer derrière du CloudFormation pour déployer aussi les différents objets d'infrastructure pour déployer ma fonction. L'un des gros avantages, donc outre cette partie agnostic provider, c'est en fait la communauté qu'il y a derrière. Comme je disais, c'est vraiment actif. Le framework est vraiment, vraiment dynamique. Et derrière, en fait, il faut savoir que le framework est composé sur base de plugins. C'est que des plugins. Tout est à base de plugins. Et il y a vraiment des plugins qui permettent de rajouter la partie sécurité, juste la partie pour tout ce qui est, je veux passer des paramètres sécurisés. Enfin, il y a énormément de plugins qui permettent de vous simplifier la vie quand vous développez un projet serverless. Et donc là, il va me créer une stack. Et si je vais sur ma petite page, on va aller sur. Il va créer une stack, comme je disais, c'est une stack set. Non. C'est une stack. Si je suis pas sur la bonne région. Une stack CloudFormation. Donc, est-ce que je suis sur le bon? Ouais. 23 mai, 17h40. Oui, c'est celle-ci. Et donc, il m'a créé ma stack. Avec les différentes ressources qui vont bien. Une des ressources qui va bien, c'est, on est là, comme je disais, il va me créer mon API, users, lil, en get. Hein? Ah, ouais. Mieux? Ouais. Donc voilà, il m'a créé ma librairie, il m'a créé mes stages. Donc mes stages, c'est par exemple, j'aurai un /dev, si je veux, je peux avoir un /1, /staging, /v1, /v2, enfin on peut tout imaginer. Et c'est là où on va pouvoir jouer sur le Canary Release. Et derrière, comment ça se passe? Là, c'est de l'API management, donc j'ai vraiment mon API frontal que je vais pouvoir même déployer si je veux à un moment donné avec de l'OpenAPI ou du Swagger et rajouter juste les petites briques de liaison. Et derrière, on lui dit, tu vas m'invoquer une lambda. Une lambda, c'est le corps de ma fonction que je vais retrouver ici. Donc là, on va voir que ma fonction, elle est invoquée par API Gateway et le seul droit aujourd'hui qu'elle a, c'est d'enregistrer ses logs dans CloudWatch. Donc on retrouve un peu ici le corps de ma fonction. Et puis voilà. Et aujourd'hui, ma fonction, j'ai plus qu'à l'invoquer. Donc, elle m'a généré une URL. C'est barbu, hein. Mais on repère ici le hello jug. Donc voilà, au final, là, même en parlant, ça m'a pris deux minutes, mais derrière, en fait, il faut savoir que cette fonctionnalité, déjà, là, elle n'est pas utilisée, je ne paye pas. Là, à la rigueur, j'aurais payé peut-être 100 millisecondes, parce que je l'ai appelé une fois. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a des free tiers dans les providers, c'est vraiment des millions et des millions de requêtes par mois, c'est pas juste valable d'un an. Et clairement, avant d'utiliser le free tier, il faut vous accrocher, il faut déjà avoir une grosse consommation. Et du coup, là, on peut faire un appel, 10 000 appels, 1 million d'appels. Derrière, j'ai rien à gérer de plus. Vous pouvez l'appeler, ça va pallier à la charge, ça va vous répondre rapidement. Et comme je disais, je n'ai pas géré d'infrastructure, j'ai rien d'autre à faire. Donc je peux vraiment avoir un focus sur mon code. L'autre approche que je disais, donc là on avait vu l'approche infrastructure, on va faire de l'infra-code. L'approche là, c'est en termes de, je suis dev, moi j'aime bien quand même utiliser des frameworks de dev. Et il y en a un donc, qui s'appelle Calis, alors il y en a plein d'autres, mais celui-là je l'aime bien. C'est Calis, qui a été créé en 2016. Et là c'est pareil, c'est vraiment un framework à la Spring où on va mettre des annotations. Donc le Spring, on va dire équivalent entre guillemets de côté Python, on a Flask, qui va nous permettre d'avoir un peu cette même approche avec des décorateurs au-dessus de nos fonctions pour dire tiens j'ai une API, etc. Et là on va vraiment avoir cette notion-là. Et l'objectif là, c'est qu'on ne va pas avoir des gros fichiers de configuration où on va déployer de l'infrastructure. Là, on va juste faire notre bout de code, rajouter des décorateurs, et derrière, c'est le framework qui va se charger du provisioning de l'intégralité de mon projet. Donc c'est relativement optimisé, donc c'est relativement light.
On ne va pas avoir des tonnes et des tonnes de dépendances qui sont installées. Et derrière, comme je disais, c'est que ça va même se baser sur du Flask. C'est-à-dire on va pouvoir émuler un peu nos différentes fonctions, on va pouvoir lancer un peu l'écosystème et pouvoir y accéder en curl, comme si j'avais un serveur web accessible. Et donc on va retrouver pareil, il y a toujours une CLI qui nous permet d'interagir avec. Et donc là, je ne vais pas vous faire la création, j'ai déjà un projet qui est relativement simple. Donc là, le bout de code, il va faire quoi? Le bout de code, il va faire quoi? En fait, une fonction assez simple, mais des fois qui peut être vite compliquée, même que ce soit en Java, parce qu'il faut mettre en place un serveur, etc. Là, je vais mettre une URL en get et put, qui va prendre un paramètre key, un pass parameter, et derrière, ce get et put, c'est en fait, je vais pouvoir récupérer un fichier, et je vais pouvoir écrire un fichier, le créer en lui rajoutant des valeurs. Donc au final, on voit que ici, j'ai le package, d'accord, Calice, et derrière, je définis mon app.route pour dire, tiens, en fait, c'est une API qui va faire ça, qui va pouvoir appeler et invoquer ma fonction. Et après, traiter le get et put directement dans le corps de ma fonction. Donc là, je vais vous éviter le déploiement, mais si on regardait, là on est pareil, j'ai objects, le key, le get, le put, et c'est pareil, même implémentation, mais après quand on regarde vraiment le code de la fonction, j'ai quoi? J'ai juste mon fichier Python, j'ai mes requirements si jamais je veux utiliser certaines librairies à certaines versions, c'est tout. J'ai pas de fichier configuration, le point Calice ça s'est créé automatiquement, et j'ai après mon URL qui est généré une fois que ça. Tac, donc on va faire un petit put que je me souvienne, c'est object. Ouais. /nil.json. Et on va faire juste un test égal hello. Non, test. Ah. Donc voilà, j'ai une petite chaîne de caractères que j'ai ajoutée, ça me répond à 200, c'est génial. On va quand même vérifier pour se dire. Donc là, derrière, c'est pareil, j'utilise un espace de stockage fourni par le provider, et c'est le provider derrière qui va gérer, pareil, les performances. Je crois que c'est celui-là. Donc là, on a mon petit lil.json, et je peux très bien récupérer ce fichier-là, et récupérer les valeurs qui sont affichées directement. Donc là, outre l'écriture du petit bout de code, mais ça ne prend pas forcément longtemps, déployer encore moins longtemps. Et là, comme je disais, là, c'est pareil, je peux traiter en masse, que ce soit un utilisateur, 10 000 utilisateurs qui vont faire cette requête, créer des fichiers, les insérer dans mon bucket, et derrière, pouvoir les récupérer. Donc ça, mine de rien, même en Java, quand on veut, même from scratch, même si j'ai des outils comme Gipster qui nous permettent vraiment d'accélérer notre temps de démarrage, ou des starter Spring, etc., il y a toujours un temps de mise en place d'une infrastructure, un temps de provisioning, est-ce que je vais faire du Docker, est-ce que je déploie du Docker, et encore plus si jamais derrière on veut se dire, tiens, je veux en plus être at scale et être élastique pour traiter le trafic pattern. Là, au final, j'ai juste eu à faire un vrai focus sur mon code, le déployer avec une ligne de commande, et c'est le fournisseur de service qui va gérer la sécurité, qui va gérer tout ce qui est scalabilité, l'élasticité. Et là, je vais, pareil, payer à la consommation. Là, en gros, je vais payer tout ce qui est stockage sur le bucket, je vais payer tout ce qui est get, parce que c'est ça qui est facture. Le put, ils nous le font gratos, parfois, dans certains cas. Et je vais payer après tout ce qui est API Gateway, ma fonction. Mais clairement, comme je disais, le free tier est vraiment énorme sur ces services-là. Et avant de commencer à payer, moi j'en parle souvent avec des startups. Les startups, ils me demandent, on veut démarrer un projet, est-ce que je peux partir là-dessus? Je leur dis, oui, histoire de bootstrapper vraiment en mode accélérateur de projet pour apporter de la valeur business à ses clients. C'est rapide parce que on n'a pas à réfléchir à tout ce qui est infrastructure, scalabilité, à se prendre vraiment tous les premiers murs qu'on va avoir et pour se dire, tiens, mince, je vais avoir de la dette technique, je ne suis pas scalable, il faut que je mette plein d'instances, etc. Donc un peu le verdict quand même, je commençais avec le to be or not to be, le super, petite dédicace à Hamlet. Alors oui ou non, serverless. Alors là, franchement, ça dépendra de vos use cases. C'est que
chaque use case n'est pas forcément, enfin serverless, c'est pas la solution à tout. Aujourd'hui, des personnes qui connaissent, qui ont un cube qui est déjà déployé, qui sont déjà bien optimisés, qui vont faire du Docker, enfin, allez-y. Enfin, aujourd'hui, il y a vraiment une courbe où, si vous êtes déjà habitué, si vous avez les compétences, il ne faut pas forcément faire du serverless parce que c'est geek, parce que c'est top moumoute et que c'est d'actualité. Après, en termes de coût, il y a vraiment un gain. Par contre, aujourd'hui, en fait, si on regarde aussi l'aspect humain, parce que mine de rien, il faut le prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, déjà, le marché du travail est vraiment tendu. Les développeurs Java.NET, déjà, il faut arriver à les trouver, c'est pas facile. Mais là, aujourd'hui, on demande à un développeur de connaître Python, Node.js. Donc déjà, ce n'est pas des langages qui, aujourd'hui, on en trouve à tous les coins de rue. On va leur demander d'avoir une sensibilité au cloud, parce que là, ils vont devoir builder de l'infra as code, gérer des permissions IAM, faire des liens entre les différents services. Enfin, ce n'est pas non plus des compétences qu'on va retrouver encore plus souvent que le Java. Donc ça, en termes de recrutement, si on prend tout ça, voilà, ce n'est pas forcément aujourd'hui le langage où il faut aller immédiatement. Par contre, quand on démarre et qu'on veut vraiment démarrer un projet rapidement, c'est une super fonctionnalité, c'est une super technologie et qui vous permet d'être élastique. Donc là, c'est vraiment, il faut voir le use case, il faut vraiment prendre en compte cet aspect humain dans votre entreprise avant d'aller aveuglément dessus. Mais pour moi, enfin, comme je disais, au reInvent, c'était le terme serverless qui était sur toutes les bouches en termes de réseaux sociaux, etc. Parce que aux États-Unis, ça a explosé. Nous, en France, aujourd'hui, on commence juste à se transformer dans le cloud. Vraiment juste, il y a des grosses industries, enfin, un Decathlon, ça fait quelques temps. Mais voilà, il y a de plus en plus d'industriels ou d'entreprises françaises qui vont dans le cloud. Aujourd'hui, parler de serverless, il faut encore déjà leur faire comprendre que le cloud, c'est sécurisé. On va y venir, mais voilà. En tout cas, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est vraiment tendance. On a des gros clients, nous, en tout cas, chez Hippon, où ils font déjà des applications full serverless. Même moi, en France, aujourd'hui, on vient me voir pour parler serverless, pour faire des applications. Donc, c'est en train de changer, c'est en train de, voilà, parce que les avantages qu'on a, on va pouvoir vraiment les exploiter. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est infrastructure. Après, OpenFaaS, c'est fait en fait, enfin, ce qu'il apporte l'OpenFaaS, c'est la vision fonction qu'on va pouvoir déployer sur un cluster cube. Donc, oui, on fournit le cluster cube. Aujourd'hui, il n'y a jamais, enfin, du 100% managé qui va gérer tous tes workers et tout ça avec de l'élasticité magique. Il n'y en a pas encore. De toute façon, c'est tellement en évolution le monde du Kubernetes, etc. Mais c'est là où en fait je dis, c'est à la limite, c'est qu'on va voir, on va dire, l'approche fonction. Donc il y a quand même des contraintes en termes d'architecture, de pattern, qu'il faudra quand même prendre en compte quand on va concevoir notre projet. Aujourd'hui, en fait, là où j'ai un peu plus de mal avec l'OpenFaaS, c'est que derrière, il va quand même falloir gérer des workers. Et moi, ce que je veux, en fait, quand je fais du serverless sur un gros provider, c'est pas gérer les OS, en fait. Je ne veux pas me prendre la tête avec, peu importe le niveau de scalabilité, je ne veux pas me prendre la tête avec de la scalabilité. Donc, je ne veux pas me prendre la tête avec du worker à gérer, avec des permissions, du airbag, etc. Enfin, gérer, voilà. Mais, en tout cas, OpenFaaS, aujourd'hui, permet vraiment, enfin, après, c'est pareil, il y a des cas de figure. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne va pas faire un gros projet web de 3000 fonctions avec un gros legacy, un CRM ou autre en mode OpenFaaS. Par contre, je veux faire une petite fonction ou 5-6 API à déployer rapidement sur mon cube que j'ai pour, pareil, peut-être optimiser mes workers parce que j'ai un tout petit peu d'espace CPU, un petit peu d'espace mémoire qui est voilà, l'over-provisioning que je n'utilise pas. Si je veux peut-être pouvoir booster ça comme les providers font aujourd'hui, pourquoi pas utiliser ça pour des petits workloads qui au final ne payent pas forcément de mine, qui n'ont pas besoin d'une grosse contrainte avec l'adaptation de traffic pattern. Après, c'est ma vision, c'est mes convictions. Après, je sais qu'il y a des pro-cubes. J'ai vu des entreprises qui avaient vraiment un niveau ultra élevé de cubes et là, oui, ils peuvent y aller parce que les gars, c'est déjà des machines de guerre, quoi, leur cluster cube. Quoi, donc, ouais. Par exemple, ouais. Moi je parle souvent avec des personnes de Radio France, je les connais très bien, et eux, par exemple, au niveau cube, ils sont super avancés, ils sont multi-providers, AWS, GCP, enfin, ils développent leurs opérateurs en Go, etc. Ils sont vraiment avancés sur ces pratiques-là, et eux, justement, ils essayent d'exploiter ces petits over-provisioning, justement, avec de l'OpenFaaS pour optimiser, et sur des petits traitements, des traitements justement de mise à jour de cluster, des traitements de mise à jour des petites fonctionnalités qui ne payent pas de mine, mais qui permettent de les runner facilement avec un tout petit bout de code qui permet de tourner. On a des clients chez lesquels Amazon n'est pas une option possible. Oui, je sais bien. On connaît très bien le monde du retail, vous pourrez en parler avec Nicolas. Je parle souvent avec les gens du monde du retail. Donc, après, aujourd'hui, je parle en termes de maturité d'écosystème. Donc, Google, Azure, ils font aussi du serverless. Ils ont
la partie endpoint, enfin, ils ont tout ce qui est API management, tout pareil. Ils ont des bases de données NoSQL managées sans serveur, etc. Enfin, sincèrement, le catalogue est fourni. Moi, je parle vraiment d'écosystème, c'est-à-dire tous ces petits détails qui permettent de faire la partie packaging, l'alias shifting, vraiment pour faire ce canary. C'est ces petites fonctionnalités-là, en fait, qui, quand on déploie un projet pro, eh ben, ça nous manque. Ça nous manque parce que on veut avoir ces workflows, on veut avoir des workflows un peu pro-industrialisés. Mais on peut très bien le faire avec de Google, on peut très bien le faire avec de l'Azure. Là, je parlais juste en termes de maturité, mais rien ne nous en empêche.